Durant les années pas si lointaines que sont 2021 et 2022, je venais tout juste de reprendre mes études et cela faisait quelques mois que j'avais commencé le gaming PC. J'allais de trouvaille en trouvaille et pouvais enfin affiner mes goûts en termes de jeux maintenant que j'avais accès à bien plus de possibilités que sur ma bonne vieille Xbox. C'est durant cette période que je me suis découvert un grand amour pour les jeux de plateforme en 2D. Déjà car j'ai redécouvert pas mal de vieux jeux auxquels j'ai joué plus jeune grâce aux différents émulateurs que je pouvais faire tourner. J'ai passé beaucoup d'heures à refaire les Sonic 2D, allant des 4 premiers sur Mega Drive jusqu'aux 2 Sonic Rush DS. Mais aussi, j'ai refait avec un grand plaisir les Donkey Kong Country faits par Retro Studio sur Wii et Wii U. Au-delà de mes redécouvertes, j'ai aussi fait beaucoup de platformers plus récents, tels que Celeste qu'un ami m'avait offert et que j'ai beaucoup apprécié, mais aussi Shovel Knight que je n'avais pas voulu faire à sa sortie en 2014 car j'étais collégien et les jeux 8 bits ne m'attiraient pas. Et en plus, j'étais nul, donc un jeu aussi exigeant m'aurait très certainement fait péter une dirite. Le pinacle de cet amour pour la plateforme 2D était lors de ma découverte d'Hollow Knight, en fin d'année 2021, qui n'est ensuite plus jamais sorti de ma tête. J'ai aimé ce jeu à un tel point que je cherchais désespérément un autre qui me procurait une claque similaire durant des semaines après l'avoir terminé. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2022, en explorant une fois de plus Steam à la recherche de jeux qui pourraient m'intéresser, que j'ai été attiré par un jeu à l'esthétique assez bizarre, mais qui avait des reviews très engageantes, un trailer animé plutôt bien fait et surtout des tags intrigants. Arcade, plateforme 2D, Metroidvania, RPG et roguelite. À ce moment-là, j'avais déjà fait un roguelite, c'était le premier Hades. J'avais globalement apprécié ce jeu et l'idée de mélanger son style avec de la plateforme 2D du Metroidvania était, à mes yeux, largement suffisant pour tenter le défi. Et l'idée d'enfin ressentir à nouveau la passion de la découverte d'un jeu de ce genre m'a franchement emballé. En bref, ma curiosité était piquée, j'ai acheté le jeu, mes attentes étaient grandes, ma hype aussi, et quelle claque ce fut. Rogue Legacy 2 est un jeu sorti en accès anticipé en août 2020 et en version finale en avril 2022. Le jeu est développé par Cellar Door Games, un studio indépendant canadien situé à Toronto. Ce studio fut créé en 2009 à l'occasion de leur premier jeu, Don't Cheat Your Pants. Formidable. Leur plus grand succès à ce jour reste cependant les deux Rogue Legacy. Le second, dont on va parler aujourd'hui, est en tout point une version ultime de son prédécesseur. C'est en tout cas comme ça qu'il était présenté au début de son accès anticipé. Le jeu possédait une map et des classes grandement similaires au premier. La vraie différence à ce moment-là entre les deux, c'était la grande amélioration graphique que le second opus proposait. C'est au cours des 2 années qui ont suivi que le jeu s'est vu étoffé d'une myriade d'ajouts pour finalement avoir pas mal de contenu propre à lui et différent du premier, jusqu'à finalement sortir en 2022. Vous comprendrez donc que, au vu de ce postulat, je ne ferai très certainement pas de vidéo sur le premier Rogue Legacy. Donc, Rogue Legacy 2, c'est un roguelite. Un roguelite, c'est un jeu dans lequel, à chaque fois que vous mourrez, vous réapparaissez au tout début avec une carte entièrement changée de manière procédurale. Ça a lieu à chaque fois que vous recommencez, et pour gagner, il faut améliorer votre personnage entre chaque essai de façon permanente pour aller de plus en plus loin dans le jeu, jusqu'à le terminer. Dans le style, je peux vous citer des jeux comme Have a Nice Death, un jeu français, ou alors les 2 Hades qui sont extrêmement compliqués à terminer sans amélioration, le but étant de vous pousser à vivre l'histoire qui prend une grande place dans leur expérience. Petite parenthèse, mais le genre du roguelite n'est pas à confondre avec un autre genre très similaire, le roguelike. La différence entre les deux étant que, dans un roguelike, il n'y a pas ou peu d'amélioration définitive de votre personnage. C'est surtout vos actions, vos choix, ce que vous trouverez durant vos runs et surtout vos connaissances du jeu qui vous rapprocheront de la victoire. Parenthèse refermée. Là où Rogue Legacy 2 se démarque, c'est qu'il est aussi un Metroidvania, c'est-à-dire un jeu où les zones sont interconnectées et disposées de manière non linéaire. Les allers-retours seront fréquents et à ce titre, on peut qualifier Rogue Legacy 2 de Roguevania. Les Roguevania, c'est un style particulier mélangeant le roguelite ou le roguelike avec le Metroidvania. Je ne connais qu'un seul autre jeu de ce type, c'est Dead Cells. Un excellent jeu, français aussi, dont je ferai sans doute une vidéo un jour. En résumé, le monde de Rogue Legacy 2 est un immense Metroidvania généré de manière procédurale, dans lequel il va falloir apprendre les subtilités de la génération du monde tout en farmant les ressources à chaque run pour s'améliorer et aller de plus en plus loin.
Je reviendrai en détail sur le world design et le level design plus tard. En attendant, il est temps de se pencher plus en détail sur le genre lui-même, commençant par son gameplay et ses systèmes de jeu. Avant de poursuivre, je tiens à vous avertir que durant cette partie, qui sera certainement assez longue, je ne montrerai que des gameplays des 2 premières zones, et je ne montrerai aucun boss. L'objectif étant de vous préserver un maximum des spoils, au cas où certains seraient convaincus de faire le jeu. Cependant, dès que j'aborderai la structure, je spoilerai tout. Je vous préviendrai à ce moment bien sûr. Du coup, Rogue Legacy 2, ça se joue comment? Bien déjà, il y a un système de classes et de sorts. Lorsque vous mourrez, vous avez le choix entre 3 personnages pour votre prochaine run. Ces personnages ont une classe parmi les 15 du jeu. Une technique, un sort et 1 ou 2 traits. La technique, c'est l'attaque spéciale de la classe. Par exemple, le chevalier a un contre-bouclier, le barbare a un cri qui paralyse, et le cuisinier peut se soigner légèrement. La technique se recharge différemment suivant la classe. Le chevalier doit attendre quelques secondes, le barbare doit se faire toucher une fois, le cuisinier doit ramasser un élément de soin pour pouvoir recharger sa capacité, etc. etc. Le sort quant à lui est aléatoire. Il peut aller de la petite boule de feu à la grosse boule de feu en passant par une explosion ou un laser. Le sort consomme du mana, c'est la jauge bleue située sous votre vie. Enfin, votre personnage a un ou plusieurs traits aléatoires, pouvant être des bonus, des malus ou juste des effets marrants. Avoir des malus augmente votre gain en ressources. C'est indiqué par un petit pourcentage jaune. Ce n'est donc pas forcément une mauvaise idée d'en prendre. La thématique globale de ce système étant que lorsque vous mourrez, c'est un de vos descendants qui prend la relève, d'où le Legacy de Rogue Legacy. Donc vous avez votre perso, et vous vous retrouvez devant l'arbre de compétences qui prend la forme d'un château à améliorer. Ici vous pouvez débloquer les 15 classes, les marchands et augmenter vos statistiques comme la vie, la défense ou les dégâts. Ensuite, vous vous retrouvez au quai, qui sont le hub du jeu. Ici, vous avez différents PNJ que vous avez débloqués, qui vous permettent d'acheter des équipements comme le forgeron pour les armes et les armures en échange d'or et de fer, ou la voyante, comme j'aime bien l'appeler, qui vend des gemmes, qui sont globalement les charmes d'Hollow Knight 1, c'est-à-dire des pouvoirs plus ou moins passifs comme le fait d'aimanter l'argent. Ces gemmes s'achètent avec de l'or et de l'éther, et sont, comme les armes et armures, soumis à une limite. Donc choisissez bien. Il est à noter que ce que vous vendent le forgeron et la voyante doivent d'abord être trouvés sous la forme de plans durant vos runs. Il y a d'autres PNJ, mais comme vous les débloquez plus tard, je vais éviter de les mentionner. Une fois prêt et votre argent bien dépensé, vous pouvez lancer une run ici, avec ce gars, Charon, comme dans la mythologie grecque. Sauf que, au lieu de passer en échange d'une pièce, comme dans la mythologie grecque, vous devez lui donner tout votre or. Donc pensez bien à tout dépenser après chaque expédition. Une fois votre run lancé, vous arrivez dans l'entrée du château. Ici, vous pouvez voir votre but ultime, les portes d'or, qui sont verrouillées par les 6 boss du jeu. À partir de là, promenez-vous. Le côté Metroidvania se sent, car le monde est, comme dit plus tôt, un grand labyrinthe avec des embranchements et des allers-retours à faire. Votre but premier sera de looter le plus possible les 4 ressources du jeu, celles-ci se trouvant aléatoirement en tuant des ennemis, en détruisant des éléments de décor, mais surtout dans les coffres. Il existe 5 types de coffres à trouver dans le monde. D'abord, il y a les coffres communs. Ils se trouvent un peu partout et sont plus ou moins cachés et gardés. Ces coffres contiennent de l'or et occasionnellement des plans. Ils sont marqués en jaune sur la carte. Il y a ensuite les coffres de fer, un peu plus rares. Ils donnent autant d'or que les classiques, mais aussi du fer et un plan d'arme ou armure. Ils sont aussi marqués en jaune sur la carte. Les coffres féeriques, quant à eux, sont marqués en vert sur la carte et sont invisibles par défaut. Il va falloir activer une épreuve pour le faire apparaître, mais il sera verrouillé. Et il faudra la réussir avant de pouvoir l'ouvrir. Ces épreuves sont soit du parcours, soit du combat, et souvent avec une limitation de temps ou l'interdiction de se faire toucher. Les coffres féeriques donnent des plans de gemmes et de l'éther pour pouvoir les acheter. Vient ensuite les coffres d'or. Alors eux ils sont assez intéressants. Ils donnent les 3 ressources citées précédemment en grande quantité. Pour les obtenir, il faut d'abord trouver un portail. Ils ne sont pas très communs, mais il y en a généralement 1 ou 2 par zone. Il faut ensuite le terminer, et c'est pas très simple. Les portails vous mettent face à des vagues de monstres améliorés dans des petites arènes avec souvent des pièges pour rendre ça plus drôle. Occasionnellement cependant, vous aurez un mini-boss à affronter à la place des vagues de monstres. C'est tout aussi dur. Réfléchissez donc bien si c'est un risque bon à prendre avant de tenter un portail, car ils peuvent facilement mettre fin à votre run. Le dernier type de coffre, c'est celui des boss. Vous vous en doutez, ils sont assez limités. Ils vous donnent 1 millier d'or, du fer, de l'éther et des perles.
Les perles, c'est la quatrième et dernière ressource du jeu, et elle vous permet globalement d'augmenter le pourcentage de drop des ressources ou le niveau maximum de vos compétences. Comme c'est une ressource très limitée, vous ne pourrez pas tout acheter avec, donc soyez malin quand vous voulez la dépenser. Une autre notion importante à savoir, c'est que les ennemis qui se promènent ici et là dans le monde ont un niveau indiqué à gauche de leur barre de vie. C'est surtout un indicateur de puissance. Je dis ça car votre niveau à vous est déterminé par le nombre de compétences débloquées et pas par votre équipement ou votre puissance, contrairement à eux. Par exemple, j'ai fini le jeu niveau 200, alors que le boss final est environ niveau 120, et j'ai quand même eu du mal. C'est complètement normal, sachez-le. Votre niveau et le niveau des ennemis, ce n'est pas la même chose. Et donc c'est tout, il faut juste trouver le plus de coffres jusqu'à mourir, puis s'améliorer jusqu'à pouvoir tuer le boss et passer à la zone suivante? Non, bien évidemment que non. Il y a deux autres composantes à prendre en compte durant vos runs. Déjà, il y a les reliques. Il va y avoir régulièrement des hôtels vous proposant de choisir entre deux reliques en échange de détermination. La détermination, c'est ce pourcentage au-dessus de votre barre de vie. La règle est simple, si vous descendez en dessous de 100%, un pourcentage égal à l'écart entre 100 et votre pourcentage actuel sera déduit de votre vie maximum. Par exemple, si vous tombez à 70%, 30% de vos PV max seront réduits, parce que l'écart entre 70% et 100%, c'est 30%. Le calcul n'est pas compliqué. Donc évitez de descendre en dessous des 100. Pour ce qui est des reliques en général, vous ne pouvez pas connaître leurs effets tant que vous ne les avez pas pris une première fois. Alors n'hésitez pas à expérimenter. L'autre composante importante est la mécanique d'héritage. Certaines zones, certaines pièces et la quasi-totalité des boss du jeu sont inaccessibles sans une capacité de déplacement trouvable quelque part. C'est le coup classique des Metroidvania. Je ne peux pas accéder à cet endroit, à tous les coups je vais débloquer un pouvoir qui me permettra d'y aller. Bah voici ce que sont les héritages. Ils apparaissent en jeu sous la forme de statues portant le dit pouvoir en main, ce qui me rappelle Super Metroid en passant par là. Ces lieux sont marqués par une bougie orange sur la carte, et vous demanderont d'effectuer une sorte de challenge de platforming servant de tutoriel à l'héritage. Une fois le tutoriel en question terminé, vous obtenez l'héritage de manière définitive, et la statue sera remplacée par un hôtel de reliques dans vos prochaines runs. Les derniers éléments que vous pourrez trouver dans vos runs sont liés au lore du jeu. Déjà, il y a les salles d'histoire qui vous donneront un élément supplémentaire à chaque exploration si vous les trouvez. Il y a aussi les souvenirs qui vous permettent de lire les pensées qu'un personnage a eues autrefois. Et enfin, il y a les salles secrètes qui vous apprennent l'origine et les secrets des estuaires. Les estuaires étant les boss/antagonistes principaux du jeu. Également, les salles secrètes vous permettent d'appliquer un malus de 15% de vie et de dégâts au boss de la zone. Donc si un boss vous fait galérer, trouvez sa salle secrète et vous allez le nerfer. Ça peut être game changer, je vous l'assure. Bon, il y a un dernier élément lié au lore, mais lui il est un peu moins important, ce sont les cicatrices. Ça ressemble à des souvenirs mais de couleur rouge et ils sont très bien cachés. Ils vous donnent des éléments assez importants sur le lore, mais ils sont généralement si bien planqués que vous n'allez pas les trouver. Il y a juste la première cicatrice qui est placée à l'entrée du jeu, afin de vous introduire avec la mécanique. Bon, l'astuce pour l'avoir, c'est qu'il faut prendre la classe des archers qui a la possibilité de créer une plateforme en dessous d'elle. Vous sautez, vous créez une plateforme, vous lisez la cicatrice, voilà, c'est cadeau. Bon sinon, niveau difficulté. Est-ce que Rogue Legacy 2 est un jeu dur? Oui, clairement. Mais est-il pour autant accessible? Oui, absolument. Le fait est que fouiller des zones bourrées de pièges et d'ennemis avec rarement l'occasion de vous soigner fait que vous allez plus ou moins rapidement mourir. Ajoutez à cela que beaucoup de projectiles doivent être évités avec souvent peu de déplacements possibles. Ajoutez encore à cela que 2 des 6 zones sont axées sur la plateforme. Mais les plus gros pics de difficulté sont clairement les boss et la découverte d'une nouvelle zone juste derrière. Tout ceci est heureusement contrebalancé par beaucoup d'éléments. Déjà, le jeu étant un roguelite, chaque amélioration est définitive, et toutes les ressources trouvées en run sont conservées à part l'or. Ensuite, certains éléments sont sauvegardés une fois accomplis. Par exemple, lorsque vous battez un boss ou un mini-boss, ou que vous obtenez un héritage, vous n'aurez pas à les refaire. C'est définitif, ce qui sert de grand checkpoint dans l'avancée du jeu. Là, le jeu est bien plus proche d'un Dark Souls. Car si vous avez du mal, vous pouvez augmenter vos statistiques jusqu'à ce que vous ayez un niveau suffisant pour passer le boss ou la zone qui vous pose problème. Et une fois passé, vous n'aurez pas à les refaire. Tout ça fait que, du moment que vous avez la patience, vous allez finir par terminer le jeu. J'ai souvenir d'avoir eu pas mal de difficultés la première fois, mais lorsque j'ai refait le jeu pour cette vidéo, j'ai beaucoup moins peiné et il m'a fallu vraiment moins d'heures pour le terminer.
Ce que j'essaie de dire, c'est que le facteur découverte joue sur la difficulté, et ce plus que dans n'importe quel autre jeu. Au-delà du fait que la première fois vous ne connaissez pas les patterns des boss et des ennemis, je rappelle que les reliques et les traits sont invisibles tant que vous ne les avez pas essayés. Malgré tout, quand j'ai refait le jeu, je m'en rappelais encore de quelle relique était forte, quelle relique était à éviter, et ça m'a grandement facilité les choses. C'est une des raisons qui donne d'ailleurs tout son sens à la mécanique très développée de New Game Plus et aux divers modes alternatifs du jeu, mais j'en rappellerai plus tard dans une partie dédiée. Si je devais quand même citer les plus grands pics de difficulté pour quelqu'un qui ferait le jeu pour la première fois, ce serait d'abord la seconde zone, l'Axis Mundi, située au-dessus de l'eau et beaucoup plus axée sur la plateforme. Elle a posé beaucoup de problèmes à toutes les personnes que je connais qui ont fait le jeu la première fois, et à moi aussi elle m'a fait peiner au début. Malgré tout, la zone qui reste la plus difficile la première fois est la 5ème et de très loin. Je vous laisse la surprise sur pourquoi elle est compliquée, car on reste dans une partie non axée sur les spoilers, mais croyez-moi que ceux qui vont faire le jeu vont s'en souvenir de cette 5ème zone. Pour ce qui est des boss, ils représentent tous un gros pic de difficulté de par le concept de leveling, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été conçus pour être faits en une seule run, contrairement aux roguelike type Skull, type Dead Cells, etc. Donc l'écart de niveau entre chacun est très conséquent. Ça a pour effet que la découverte d'un boss s'apparente la première fois à se prendre une casserole dans la tête. Ça fait mal. Ce n'est pas un défaut du jeu, mais une caractéristique. C'est un roguelite, et de toute façon, comme dit précédemment, chaque boss battu le reste définitivement. Et je vous rappelle aussi que chaque zone a une pièce secrète qui applique un malus de 15% au boss de la dite zone. Si je devais donner des conseils pour mieux gérer la difficulté du jeu, déjà je vous suggérerais d'aller chercher cette amélioration au moins au niveau 2 dans l'arbre de compétences. Elle vous permet de pouvoir récupérer occasionnellement du fer dans les éléments de décor que vous pouvez détruire. C'est pratique car le fer est la ressource qui va le plus vous manquer arrivé le milieu du jeu. Également, arrivé vers la zone 4 environ, investissez dans ces deux compétences là. Cela vous permettra de garder dans un premier temps une partie de l'or non dépensé au hub, pour économiser un peu plus pour les équipements ou compétences les plus chères sans avoir à faire des énormes runs pour réunir les fonds nécessaires, et d'autre part, ça vous permettra d'augmenter le montant maximum de vos économies. Un autre conseil que j'aurais à vous donner, améliorez votre détermination pour avoir au moins 160% en début de run. Les reliques les plus chères coûtent environ 60%, donc vous pourrez vous permettre d'avoir n'importe quelle relique du jeu sans passer en dessous des 100%. Il est aussi conseillé de faire des sets d'équipement et pas de se ruer sur la dernière pièce que vous avez débloquée. Augmenter votre limite de poids coûte de l'or, beaucoup d'or, et les pièces d'armure sont de plus en plus chères en fer et de plus en plus lourdes. Alors essayez plutôt de faire des sets complets pour obtenir leurs bonus qui sont pour la plupart très bons, plutôt que de vous ruiner à essayer d'aller chercher la dernière que vous avez débloquée. Enfin, dernier conseil, vous pouvez accéder aux différentes zones du jeu en obtenant des héritages, donc des pouvoirs, et non en battant des boss. Par exemple, l'Axis Mundi, la deuxième zone, est accessible après avoir obtenu le tome d'Aesop, et pas après avoir vaincu le premier boss. Donc, si vous galérez sur le premier boss, allez à l'Axis Mundi, pour pouvoir avoir plus d'or, plus de trésors, parce que la courbe de progression augmente, donc vous avez de plus en plus de loot à chaque zone que vous passez. Comme ça, vous allez pouvoir vous augmenter plus rapidement et revenir plus tard sur le premier boss, sachant que vous pourrez faire ça sur toutes les zones du jeu, à part la dernière à la rigueur. Et au-delà de tout ça, je tiens à mettre en lumière le fait que les développeurs ont mis un menu pour personnaliser la difficulté du jeu, comme les PV, les dégâts des ennemis ou ceux des pièges et dangers environnementaux. Vous pouvez les augmenter si vous voulez rendre le jeu encore plus dur, ou les réduire si vous voulez rendre le jeu moins difficile. Il y a même une option pour désactiver les dégâts de contact des ennemis et des pièges. Je précise qu'utiliser ces options n'est pas un crime. Si le farm est de trop pour vous et que vous voulez moins peiner, c'est ok. Si ça vous permet d'apprécier le jeu, allez-y, n'hésitez pas. On rappellera que le but premier d'un jeu vidéo, c'est avant tout de s'amuser. La direction artistique de Rogue Legacy 2 est compliquée à décrire. L'ambiance médiévale et l'image du grand château rempli de pièges font évidemment penser à des jeux 8 et 16 bits comme Castlevania, Ghosts and Goblins ou Mickey Magical Adventure sur V-Smile. Ce jeu m'a traumatisé. Les visuels sont en sprite 2D, vous vous en doutez, mais les personnages joueurs ainsi que certains boss sont en fait constitués de plusieurs sprites animés et empilés afin de donner un air vaguement 3D qui marche très bien. Mais ce qui marque cette direction artistique, surtout, c'est le décalage entre d'un côté l'ambiance, le contexte et le lore qui sont plutôt sérieux, et de l'autre, les graphismes et le ton des personnages qui sont très décalés, voire parodiques.
Rogue Legacy 2 reprend des grands concepts des jeux dont il s'inspire. Le château gothique rempli de pièges et de gardes avec sa bibliothèque et une forêt à côté, plus Castlevania tu meurs. Une histoire à base d'apocalypse provoquée par une infection qui transforme les humains en monstres, tous les jeux un peu exigeants de ces 10 dernières années partent de ce postulat. Un royaume déserté en ruine avec un lore à reconstituer sous forme de notes et d'indices, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous citer les jeux du type ? Un puissant groupe d'individus faisant office de boss et d'ennemis principaux au jeu, c'est un trope de beaucoup de roguelike, de souls-like, et même de jeux de survie, comme par exemple Have a Nice Death et ses fléaux, Astral Ascent et ses zodiacs, Elden Ring et ses demi-dieux, ou même les déchus dans Valheim. Et enfin, le plus gros ressort scénaristique, toute l'histoire du jeu tourne autour d'un mystérieux souverain dont les actions ont mené aux événements du jeu. Gwyn dans Dark Souls, le roi Pal dans Hollow Knight, la Sainte Mère dans Silksong, la reine Marika dans Elden Ring, le roi dans Dead Cells, Odin dans Valheim, Dracula dans V-Rising. Est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer la liste? Non, je pense que vous voyez tous, c'est vraiment le ressort scénaristique le plus utilisé dans les jeux vidéo. J'ai l'impression, le roi un peu mystérieux dont on entend parler tout le temps le long du jeu. À tous les niveaux, Rogue Legacy 2 se vend comme un jeu d'heroic fantasy classique, voire parodique. Mais là où il surprend, c'est qu'au-delà des graphismes goofy, des nombreuses blagues liées aux traits des personnages et à leur personnalité toutes plus stupides les unes que les autres, le jeu devient assez sérieux dès lors que vous êtes seul durant vos expéditions. Pas à la manière de Dead Cells par exemple, le contexte du monde est sombre voire dramatique, mais les personnages et la réalisation eux ne le sont pas du tout, créant ce fameux décalage. Et ce décalage justement est l'une des raisons qui m'ont fait adorer Rogue Legacy 2. Un jeu qui réussit à être épique tout en réussissant à me faire franchement rire, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et ça n'arrive pas souvent. Parce que bon à part certains JRPG comme les Mario Luigi ou les Persona, peu d'autres jeux ont réussi finalement. La part de sérieux du jeu passe principalement par les musiques. Mon avis sur la bande son de Rogue Legacy 2 est qu'elle est simple, mais vraiment bonne. Elle met une ambiance particulière au jeu qui participe à le rendre mémorable. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber quand on fait un jeu avec un thème aussi classique, c'est de faire une ambiance pas suffisamment marquée. Ce qui donne un jeu banal, sans saveur, qui finit noyé parmi les autres du genre. À ce niveau-là, Cellar Games ont fait beaucoup d'efforts. Chaque zone possède 2 musiques qui alternent d'une run à l'autre, et chaque boss a sa propre musique. C'est assez notable quand on sait que beaucoup de jeux vidéo en général n'ont qu'une seule musique par zone, et une musique pour tous les boss en dehors du boss de fin. Coucou V-Rising. Petite mention aux thèmes musicaux des zones 4 et 5, et à ceux des 3 derniers boss qui sont vraiment parmi mes OST préférés. Petit point sur le lore maintenant. Bon déjà, c'est quoi le lore? Pour ceux qui ne savent pas, le lore dans un jeu ou toute autre fiction, comme un livre ou un film, c'est l'histoire de l'univers qui n'est pas directement montrée. Par exemple, si on entend parler d'une bataille ayant eu lieu il y a 10 ans, ça ne fait pas partie de l'histoire, mais du lore, car ce n'est pas vécu au cours de la trame de l'œuvre. Mais ça a eu lieu dans l'univers, donc ça fait partie du lore. Donc l'histoire de Rogue Legacy 2 se situe dans le royaume de la Genèse, un royaume commandé par les 6 estuaires, des sortes de demi-dieux aux ordres d'un mystérieux roi absent dont l'ombre plane sur tous les événements du jeu. Cependant, le royaume a chuté, des racines noires sont apparues partout, les gens sont devenus fous, les morts se sont relevés, le soleil a commencé à s'éteindre et les estuaires ont perdu la tête. C'est donc à notre lignée de génération après génération, vaincre les 6 estuaires afin d'ouvrir les portes d'or et sauver le royaume. Jusqu'à présent, on est sur un lore vraiment classique que l'on pourrait trouver dans n'importe quel Dark Souls, Elden Ring ou Hollow Knight. Mais là où c'est différent de ces jeux, c'est qu'à la fin, l'entièreté du mystère est dévoilée. On sait exactement pourquoi on en est arrivé là et vers où on se dirige. Vers les 2 dernières zones, la véritable nature du royaume de la Genèse, des estuaires et du roi lui-même se dévoile. Et croyez-moi que ça part vraiment loin. J'en parlerai plus en détail dans une section dédiée, mais avant cela, laissez-moi vous parler du post-game. Je tiens à prévenir d'avance qu'à partir de maintenant, je vais spoil le jeu dans sa quasi-intégralité, alors soyez avertis. Bon, une fois que vous avez terminé le jeu, déjà bravo, bien joué. Et si vous en voulez plus, eh bien plus il y a. Déjà le fameux système de New Game Plus. Alors comment ça fonctionne? Eh bien en premier lieu, il faut parler à ce personnage que l'on débloque uniquement après avoir vaincu le boss de fin. Elle vous propose de recommencer votre aventure avec plus ou moins de malus. Il faut en sélectionner au moins 2. Les malus peuvent être augmenter le nombre de pièges, doubler la taille des zones ou encore
vous donner une version bien plus difficile des boss en vous permettant d'avoir du lore supplémentaire à leur sujet si vaincus qui apparaît sous la forme de 3 souvenirs dorés devant leur porte après le combat. L'un des objectifs ultimes du jeu étant de vaincre la version améliorée du boss final pour avoir l'entièreté du lore à votre disposition ainsi que la vraie fin du jeu. Vous ne pouvez cependant débloquer que 2 par 2 les formes améliorées des boss, donc il faudra atteindre au moins le New Game Plus 3 pour avoir la vraie fin. Bon courage. Il n'y a pas que les New Game Plus cependant. Le jeu propose 3 autres modes alternatifs, tous plus atroces les uns que les autres. Tout d'abord, il y a le mode Thanatophobie, qui représentait la plus grande difficulté du premier Rogue Legacy, sauf que là c'est le moins difficile des 3. Ce mode a un concept simple, les 15 classes du jeu sont toutes débloquées par défaut, mais vous ne pouvez les utiliser qu'une seule fois chacune, et elles sont tirées aléatoirement. Donc une fois les 15 utilisées, c'est game over. Vous n'avez en gros que 15 vies pour terminer le jeu. D'autant que certaines classes sont plus adaptées au boss, d'autres à l'exploration et d'autres à rien, ils sont juste une purge à jouer donc il faut se débrouiller. Vient ensuite le mode Thanatofolie, qui est exactement le même mode que le précédent mais avec tous les malus New Game Plus activés, donc tous les monstres dans leur variante la plus élevée, les boss dans leur forme améliorée, les zones 2 fois plus grandes avec 2 fois plus de pièges, etc. Bien évidemment, dans l'esprit du plus c'est gros, plus ça passe. Et enfin, la fête à la saucisse, le pétage de câble ultime, le mode Rogue absolu. Vous n'avez qu'une seule vie, les zones sont mélangées et plus petites, vous n'avez que 4 zones à faire sur 6, ce qui est déjà pas mal, et environ la moitié des malus des New Game Plus sont actifs en sachant qu'ils sont tirés aléatoirement en début de run. Bon là honnêtement je préfère faire Silksong en speedrun plutôt que ça, hein. Cependant le mode Rogue absolu a des variantes rigolotes. Notamment, comme il est entièrement généré aléatoirement, vous pouvez avoir des sortes de zones bizarres, avec des monstres de la première zone, un décor de la 4ème, mais sans fond, donc juste avec le ciel, ce qui fait que c'est comme une sorte de bric-à-brac qui vous génère des zones complètement aléatoires que vous n'avez jamais vues, ce qui est assez rigolo. Voilà, moi ça me fait pas rire, j'arrive pas à tenir plus de 10 minutes dedans, donc next. Bon, pour conclure avec cette courte section, si vous en voulez encore après avoir terminé le jeu, sachez que les esprits malades et tordus des développeurs de Cellar Door Games ont pensé à vous. Et maintenant, on va enfin attaquer le très gros morceau. Là, on rentre dans le dur. Je vais aller en détail dans le world design et le déroulement d'un new game, c'est-à-dire la première fois qu'on fait le jeu et plus précisément dans sa difficulté standard. Je vais faire une brève analyse des zones, des boss, du monde dans sa globalité, de l'évolution des mécaniques et de la difficulté, et, en parallèle, je ferai un résumé du lore du jeu dans l'ordre où on le découvre. Je tiens à ouvrir une parenthèse et préciser que je ferai un résumé du lore qu'on apprend en New Game uniquement, je n'aborderai pas les éléments appris lors des New Game Plus et dans les cicatrices, à l'exception de la première qui est posée à l'entrée. Parenthèse refermée. Alors déjà, il y a une règle basique à comprendre, le niveau de difficulté. Lorsque vous entrez dans une zone, son niveau de difficulté s'affiche en bas de l'écran en étoile. Sachez que cela désigne en réalité l'ordre des zones. La première zone est classée 1 étoile sur 6, et ainsi de suite jusqu'à la dernière classée 6 étoiles sur 6. Pour ce qui est du monde dans sa globalité, il faut rappeler que les salles et leur contenu sont placés aléatoirement. Le jeu reste un roguelite après tout. Cette règle est justifiée dans le lore comme l'un des phénomènes de l'apocalypse qui frappe le royaume. Ce phénomène est appelé le changement et modifie l'agencement des espaces intérieurs. Par contre, ce qui n'est pas aléatoire, c'est l'emplacement des zones. Il y en a donc 6 au total, sans compter la zone tuto et la fin du jeu. Elles ne sont pas placées de manière linéaire comme je l'ai dit plus tôt, mais leur emplacement reste fixe. C'est l'aspect Metroidvania qui veut ça. Si je devais schématiser grossièrement comment se compose le monde de Rogue Legacy 2, ça ressemblerait à ça. Mais là où ce serait drôle, ce serait d'avoir cette carte dans le jeu. Et ça aussi je l'ai fait. Alors comment je m'y suis pris ? Déjà, avant de vaincre le boss de fin, j'ai essayé de faire une run dans laquelle j'ai découvert toute la map. Ce fut compliqué, je suis mort pas mal de fois, mais j'ai fini par trouver un ordre dans lequel faire les zones pour être plus optimisé. J'alternais entre les zones plus difficiles et les plus faciles pour pouvoir me booster et me soigner avant de retourner galérer. En bout de course, j'ai réussi à dévoiler toute la map en une run et voici ce que ça donne in-game. Ça m'a pris 1 heure. À part la zone tuto qui n'est pas visible sur la carte, on retrouve ce que j'avais inscrit sur mon schéma de con. Après la cinématique d'introduction, vous apparaissez dans la zone tuto, dans laquelle le jeu vous apprend les commandes de base, mais où vous aurez aussi les premiers fragments de lore. Il s'agit de notes d'un certain J qui aurait tenté et réussi à aider son ami Z à s'infiltrer en passant les murs
par ce chemin comme vous. L'objectif de tout ça étant une rébellion contre les dirigeants de ce monde. Une fois ce segment terminé, vous entrez dans le château. Vous arrivez devant les portes d'or où un vagabond vous explique que vous avez signé un contrat et donc que vous et vos descendants viendront au château jusqu'à ce que les enfants du roi, les estuaires, mourront. Lorsque les 6 estuaires seront morts, les portes d'or s'ouvriront. Ce vagabond nous suivra tout au long du jeu et sera là très fréquemment. Continuez un peu plus loin pour entrer dans la première zone, la citadelle d'Agartha. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette première zone. La citadelle d'Agartha est l'immense château qu'on voit dans l'introduction et en arrière-plan des quais. Car oui, le jeu ne se passe pas que dans ce château, mais dans le royaume tout entier, vous verrez. Bon alors la citadelle. Déjà c'est ici que vous rencontrerez les ennemis de base qui seront réutilisés tout au long du jeu. Les pièges ici sont classiques, jets de flammes, boules à pic et boules de feu, on se croirait dans un bon vieux château de Bowser. Le niveau des ennemis oscille entre 1 et 20. Le plus important à savoir c'est qu'il y a 2 héritages à trouver. Le premier est le tome d'Aesop qui permet de lire les souvenirs et de désactiver les cauchemars. Les cauchemars sont des ennemis invincibles qui vous tirent dessus si vous effectuez une attaque dans leur zone. Le second héritage est l'élan. C'est grossièrement un dash aérien et plus long que celui de base au sol. La citadelle est centrale dans tous les sens du terme, puisqu'elle fait la jonction avec 3 autres zones et c'est certainement voulu. En faisant ça, les joueurs réalisent que déjà, les zones ne se suivent pas directement, mais aussi quelle sera la suivante, car l'étude stygienne, située au-dessus de la citadelle, est inaccessible tant que vous n'avez pas de double saut. Et le lac Pichon, situé en dessous, vous mène à une mort certaine, étant donné que vous ne pouvez pas voir à l'intérieur. C'est le noir complet. Ne reste que l'Axis Mundi, situé à droite, dont le nombre d'étoiles, 2, indique bien qu'il s'agit de la suite. Mais avant cela, il y a notre premier boss à vaincre. La porte de l'estuaire est, comme chacune que l'on va rencontrer, fermée, et en l'état, elle n'est pas ouvrable. Il faut avoir trouvé l'héritage de l'élan et allumer les 2 torches devant la porte du boss le plus rapidement possible pour qu'elle s'ouvre. L'estuaire La Mèche est un premier boss compliqué. Il est niveau 20 et a des patterns très variés et 2 phases. L'esthétique de l'estuaire La Mèche veut rappeler un seigneur de guerre ou un grand général, et à ce niveau-là, il l'est. Par là, j'entends qu'il utilise une arme différente par pattern, et ces armes justement sont celles des classes de base que le joueur peut incarner, comme le chevalier, le guerrier, la valkyrie, l'assassin ou le mage. Mais il utilise aussi plusieurs des sorts utilisables durant vos runs, comme la boule de feu ou le lance-flamme. Donc, son pattern à comprendre en priorité, c'est celle de l'épée de chevalier. Il frappe 2 fois et la seconde il provoque 3 jets de flammes bleues sortant du sol. L'autre chose importante à savoir, c'est que lorsqu'il utilise le sort du laser, il a une énorme ouverture que vous pouvez utiliser pour le bourriner sans modération. Lorsqu'il bascule en phase 2, il provoque une explosion et envoie 3 projectiles téléguidés. La phase 2 ne change pas vraiment de la première, il est juste un poil plus rapide. Bien que ce boss soit simple quand on connaît le jeu, la première fois, je peux comprendre qu'il soit une véritable plaie. Pour finir avec cette première zone, que nous apprend le lore ? Une partie sont des notes écrite par Z, qui annonce à J que de plus en plus de rebelles ont été ralliés à leur cause. Z parle d'à quel point les taxes augmentent et du fait que les estuaires tyrannisent de plus en plus le peuple. Elle parle aussi des 2 héritages présents dans la citadelle et qu'elle fait tout pour les récupérer pour la rébellion. Elle parle aussi des racines noires qui se multiplient, des monstres qui sortent des eaux stygiennes et des changements. Les autres notes sont écrites par l'estuaire La Mèche. Il est fou, cruel et hait les érudits. Il aimerait en faire exécuter quelques-uns pour qu'ils arrêtent de réfléchir. Sympa. Et il a d'ailleurs été banni du conseil par les 5 autres estuaires pour ses pensées trop extrêmes. Logique. Il se sent néanmoins revivre quand un traître lui annonce qu'une rébellion se prépare. On apprend dans sa salle secrète qu'il ne va pas en parler aux autres pour pouvoir laisser la rébellion se faire et ainsi massacrer tous les rebelles lui-même et être vu comme un héros. La Mèche étant l'estuaire chargé des armes et de la défense, c'est lui le rempart en cas de conflit. Comme la première cicatrice est placée en évidence à l'entrée, je vais faire une exception et vous révéler son contenu. Elle nous apprend que J est le fils de La Mèche, qu'il est très fort et va un jour dépasser son père. Mais aussi que sa fidélité oscille entre Z et son cher paternel. Sachez qu'il est très sous-entendu au long du jeu que J a trahi Z en voulant protéger tout le monde et est celui qui a révélé la rébellion à son père. Et lorsque vous lisez cette première cicatrice, on obtient un bonus de 5% de dégâts permanents face au traître. Vous vous doutez de vers quoi on se dirige. L'Axis Mundi est la seconde zone du jeu. Elle se trouve à l'est de la citadelle et n'est, aux premiers abords, pas accessible. Pour pouvoir pleinement y entrer, il faut d'abord posséder l'élan et passer dans la porte en haut de l'entrée, ensuite escalader la tour et prenez le nouvel héritage, l'écho. Il vous permet de rebondir sur les éléments du jeu avec des ondes jaunes, comme à l'entrée justement. Une fois entré, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, l'Axis Mundi est très différente de la citadelle.
elle n'a rien d'un labyrinthe ou d'un donjon, bien au contraire. Cette zone est la plus linéaire du jeu. Elle se présente sous la forme d'un village partiellement submergé. Ici, tout est bien plus axé sur la plateforme que précédemment. L'Axis Mundi est étendue en longueur et est divisée en deux moitiés. Entre les deux, il y a une pièce très importante, puisque déjà elle fait la jonction avec la 5ème zone, la tour solaire au-dessus, mais aussi parce qu'elle comporte la pizzeria. Je vous jure que c'est important. C'est ici aussi que vous rencontrerez Marie, la livreuse de pizza, qui peut, en échange de 1500 pièces d'or en New Game, débloquer de manière permanente un portail de téléportation situé à l'entrée de n'importe quelle zone pour vous y rendre dès le début d'une run. Beaucoup des pièges que vous trouverez dans cette zone tournent autour de l'écho, tels que les flèches qui se projettent dès que vous passez devant, ou les plateformes aériennes qui vous demanderont donc de faire des rebonds dessus. Une partie des monstres de base sont de retour, avec quelques nouveaux comme des poissons globes ou des tourelles dont les projectiles peuvent être contrés par l'écho. Il y a également l'introduction des automates, des espèces de mains volantes qui tiennent généralement une arme et auront beaucoup d'autres variantes à travers le jeu. En parlant de variantes, il y a aussi des nouvelles formes de monstres déjà vues. Cette zone peut être l'un des plus gros pics de difficulté pour ceux qui font le jeu pour la première fois, car le côté plateforme combiné au fait que les ennemis tirent beaucoup de projectiles peuvent en faire peiner plus d'un. Les développeurs l'ont sans doute compris car il se trouve que l'Axis Mundi possède un bonus de 20% de ressources par défaut. Pour ce qui est du boss, il est clairement le plus simple du jeu, une fois qu'on a compris son concept du moins. Déjà il s'agit du seul boss qui n'est pas un estuaire, puisqu'il s'agit d'une bête du néant. Il n'a que 3 patterns à base de lance et d'os plus ou moins grands. La particularité du combat survient lors de la phase 2, quand vous avez réussi à lui retirer la moitié de sa vie, puisqu'une seconde bête du néant apparaît avec les mêmes patterns que la première. Je vous conseille de terminer celle qui a déjà perdu la moitié de sa vie afin d'être le moins longtemps possible en 1 contre 2. Ce boss fait clairement peur sur le papier, mais en réalité il est vraiment simple et sa grande taille couplée à ses patterns simples font que vous pouvez juste faire le bonobo et bourriner jusqu'à sa mort. La raison pour laquelle il faut vaincre 2 bêtes du néant plutôt qu'un estuaire dans le lore est expliquée en New Game Plus, donc on ne va pas s'y attarder maintenant. Mais ce qu'on apprend dès la première fois sur cette zone, par les notes de J, c'est que l'entrée de la citadelle a été fermée pendant la rébellion et mise en quarantaine à cause des racines et de l'infection. Sauf que l'apocalypse qui a frappé le royaume a commencé à peu près à ce moment-là, avec comme premier événement la montée de l'océan Stygien, donc l'eau transforme les morts en monstres. Le village a été englouti et la salle de poterie dans laquelle les corps de ceux tués pendant la rébellion ont été empilés a aussi fini submergée, donc une armée de monstres en est sortie. Parmi ces monstres, il y avait l'équipage de l'ancien estuaire Meujael qui se sont relevés en tant que bêtes du néant qui servent de boss. Le portrait de Meujael est d'ailleurs visible quand on les a battus, on apprendra bien plus tard d'ailleurs comment il est mort. C'est juste après la salle de poterie où vous avez vaincu les bêtes du néant que se trouve l'entrée du plateau des Kerguelen, qui est la 3ème zone du jeu. Contrairement à ce que peut suggérer le design de forêt en extérieur, on revient en réalité sur une zone typée donjon, avec un level design labyrinthique et des pièges un peu partout. Et même paradoxalement, le plateau a des pièces bien plus étroites que la citadelle par exemple. L'environnement étroit marche en binôme avec les nouveaux ennemis introduits qui, eux, vous prennent par surprise et sont assez rapides. Je parle là des loups, des zombies qui sortent du sol et des espèces de boucliers volants qui vous chargent et rebondissent sur les murs. Les pièges que vous trouverez ici sont les mêmes que dans l'Axis Mundi, avec en plus des gros flocons de neige qui grossissent jusqu'à occulter tout l'écran et qu'il faut briser pour les faire redevenir tout petits. Bon, sinon qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Eh bien, ça devient un peu plus complexe. Si vous trouvez la porte du boss, vous vous direz sans doute innocemment « Chouette, j'ai plié la zone facilement ». Sauf que non. Il faut d'abord posséder 2 muguets pour que la porte ne s'ouvre. Les muguets sont des reliques cachées dans la zone. Il y en a 3 généralement et il vous en faut 2 pour accéder au boss. Sauf que si vous allez dans une salle contenant un muguet, vous réaliserez assez rapidement qu'il est inaccessible. C'est parce qu'il faut d'abord trouver un héritage avant de récupérer les muguets. Cet héritage, c'est le double saut. Il se trouvera toujours à l'extrémité droite de la zone dans un lieu nommé Rivage Lointain. Une fois le double saut obtenu, il vous faudra récupérer 2 muguets en une run, car comme ils sont considérés comme des reliques, ils ne sont pas sauvegardés à la mort. Puis rejoindre la porte du boss pour l'ouvrir définitivement. L'estuaire Nahama vous fera péter un câble la première fois. Déjà, elle a énormément de vie,
Elle a des attaques qui couvrent de larges zones et sont pour la plupart téléguidées. Mais le problème c'est sa seconde phase. Elle fait apparaître 3 cauchemars sur l'arène qui vous tirent des projectiles dès que vous effectuez une attaque dans leurs rayons. Sachant que certains rayons se croisent, si vous avez un mauvais déplacement, vous allez vous manger 2 attaques de cauchemars en même temps. Pour ce combat, je vous conseille la classe de chevalier ou de barbare, désactivez un cauchemar et restez sur cette plateforme jusqu'à ce que Nahama vous charge. À ce moment-là, changez de plateforme, désactivez le cauchemar et recommencez ainsi de suite jusqu'à la vaincre. Au niveau de l'histoire et du lore, de nouvelles notes de Jin nous apprennent qu'il était amoureux de Z et ne voulait pas qu'elle meure au combat, quitte à annuler la rébellion lui-même. C'est l'estuaire Nahama qui est pointé comme responsable de la rébellion, certainement car elle a aidé à enterrer les corps des rebelles. Ce qu'on apprend du plateau, c'est qu'il était autrefois une forêt luxuriante, où les sujets de l'estuaire Nahama vivaient avec le respect de la faune et de la flore. Chaque arbre coupé était replanté et chaque élément pris à la forêt était plus tard rendu. Nahama était considéré comme l'un des 2 estuaires à être vraiment bon et même aux yeux des rebelles comme J et Z. L'autre étant Enoch, que l'on verra dans la zone suivante. Mais elle était méprisée par les autres estuaires et seul le roi a cru en elle. Lorsque l'apocalypse est survenu, la forêt a gelé pour des raisons que l'on découvrira beaucoup plus tard et le plateau fut isolé car le village qui faisait la jonction avec la citadelle a été submergé. Voyant l'écorce se relever, Nahama a pris la décision extrême de s'enfermer dans sa serre pour finalement, comme les autres, finir corrompu. Dès que vous avez débloqué le double saut, vous pouvez théoriquement accéder à la 4ème zone. Donc si vous galérez sur Nahama, allez-y farm un peu car ce boss peut être éreintant. Donc, l'étude stygienne. Elle se situe au-dessus de la citadelle et il est donc très facile de s'y retrouver au début du jeu. L'arrivée ici marque le début de la seconde moitié de notre périple, et cela se sent surtout par l'évolution des ennemis de base qui adoptent une forme plus puissante et avec de nouveaux patterns. D'un point de vue thématique, l'étude stygienne est la zone typée bibliothèque-laboratoire qu'on retrouve dans beaucoup de Metroidvania ou Souls-like. Sauf que là, l'accent est vraiment mis sur les pièges. Avec mon frère, on appelle cette zone Ikea, car il faut se méfier de tout ici, et surtout des meubles. Presque tous les pièges déjà vus dans le jeu sont présents ici, sauf à la rigueur les pièges de glace. À cela s'ajoute une nouvelle gamme de pièges à base de néant qui font pas mal de dégâts. Les nouveaux ennemis sont dans cet esprit car, messieurs dames, faites entrer les mimiques. Les monstres uniques à cette zone sont déguisés en meubles, j'ai parlé des mimiques mais il y a aussi les ruines toiles qui sont de faux tableaux au premier plan. On est encore sur une zone au level design de donjon, mais avec des environnements plus grands et moins étroits. La structure est un peu plus verticale car on se trouve au sommet du château et la porte du boss est située tout en haut de l'étude. Pour l'ouvrir, il faudra vaincre 2 mini-boss cachés dans l'étude. L'un d'eux apparaît aléatoirement dans la zone et l'autre se situe toujours à l'extrémité gauche de la zone. Mais avant d'aller les affronter, il faudra d'abord obtenir un héritage, la cloche du néant. Cette dernière vous permettra de passer au travers du néant avec votre dash et donc d'accéder aux 2 mini-boss et à la pièce qui vous révèle le lore de la zone. Le premier des 2 mini-boss est Murmure. Il se trouve aléatoirement dans l'étude et n'a pas d'emplacement fixe. Ce mini-boss vous demande de traverser une longue pièce en évitant des projectiles vous demandant d'utiliser la cloche du néant ou l'écho pour les éviter. Une fois au bout, il faut alterner entre lui infliger des dégâts et continuer d'éviter ses projectiles. Le vaincre donne un coffre d'or comme chaque mini-boss du jeu. J'ai également une petite parenthèse à ouvrir sur le décor. En temps normal, Rogue Legacy 2 a des décors en 3 plans. Le premier, où se trouvent les personnages joueurs, les ennemis, les plateformes et les pièges. Le second, où se trouvent les éléments de décor comme les murs, les fenêtres, les tableaux, les piliers ou les arbres. Et enfin, le troisième, où il y a le ciel et les nuages. Et bien, dans le lieu où on affronte Murmure, il y a 4 plans dans l'image et le décor. Cela donne un aspect plus grand et détaillé dans le visuel, et je trouve ça très stylé. À un tel point que j'aurais vraiment apprécié qu'il y ait des zones entières du jeu avec autant de détails. Le décor très blanc et luxueux de l'étude stygienne, avec autant de détails et ce sentiment d'immensité, me rappelle vraiment ce qui sera fait plus tard dans Silksong avec la citadelle. Parenthèse refermée, passons au second mini-boss. Il s'agit de celui situé en extérieur, qui apparaît toujours à gauche de l'étude. Vous serez opposé aux 2 bêtes du néant, tête de gong. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est basiquement 2 lancières ayant poussé à la salle. Elle possède 3 patterns, un dash, une attaque où elle jette 3 lances et un saut couplé avec des boules de lave. Je conseille l'utilisation du cuisinier face à elle car il peut renvoyer les projectiles et enflammer les ennemis.
Une fois les 2 mini-boss vaincus, la porte du boss s'ouvre. Vous allez pouvoir affronter le boss quand vous voulez, étant donné que chaque mini-boss est tué définitivement. Et donc le boss en question, il s'agit de l'estuaire Enoch. Ce boss est très compliqué même en le connaissant car il possède 3 phases et ses attaques sont très diversifiées. Il a de nombreux types de projectiles comme des flammes, du néant ou des boules téléguidées. Lors de sa deuxième phase, il génère 3 masses de néant autour de lui pour se protéger. Mais le vrai problème, c'est sa troisième phase. Alors que vous pensez l'avoir vaincu, le coffre du boss apparaît. Mais lorsque vous l'ouvrez, plot twist, Enoch était en réalité un mimique. Oui, bah oui, évidemment que c'était un mimique, on est à Ikea je rappelle. Sous cette forme, il possède 3 attaques. Les pièces empoisonnées, les potions explosives et les sauts sur votre tronche. La difficulté ici c'est que déjà, vous venez de faire les 2 premières phases, mais surtout qu'il enchaîne très vite et ne s'arrête jamais. Pour ce boss je vous conseille n'importe quelle classe au corps à corps et beaucoup de patience. Le lore appris dans l'étude tourne autour de l'océan stygien et des racines noires. L'estuaire Enoch étudiait les racines noires qui se propagent partout dans le royaume et qui sont le prolongement des eaux stygiennes. La mine souterraine de Nibiru a été submergée et l'estuaire Meujael est mort dans cet incident. Pour rappel, l'estuaire Meujael c'est celui qu'on aurait dû affronter à la seconde zone, mais à la place on a affronté son équipage puisqu'il était déjà mort. Cet événement a provoqué la montée des racines noires et de l'infection. Enoch parle aussi de la mission des estuaires. Cela fait 1 millénaire qu'ils sont les dirigeants du royaume de la Genèse. Chaque année a lieu la cérémonie du retour dans laquelle ils ouvrent les portes d'or pour voir si un fruit a poussé dans le jardin. Donc c'est un jardin qu'il y a derrière les portes. Mais cela fait des dizaines d'années qu'un fruit aurait dû germer, mais rien. Sauf qu'Irad, le chef des estuaires, est si fidèle au roi qu'il refuse de retourner auprès de lui tant que la mission n'est pas terminée. Quitte à massacrer tout le monde si un de ses frères s'oppose à sa décision. Et d'ailleurs, il est l'heure de s'occuper de lui et de rallumer littéralement le soleil. Là, on attaque un très gros morceau. La tour solaire, c'est la 5ème zone du jeu. Son entrée est, comme dit plus tôt, située au niveau de la pizzeria vers la moitié de l'Axis Mundi. L'accès à la tour nécessite la cloche du néant, mais contrairement à la plupart des autres fois, je vous déconseille de venir ici avant d'avoir vaincu l'estuaire Enoch, car c'est selon moi la zone la plus difficile du jeu. Par où commencer? Bon, déjà, comme son nom l'indique, la tour solaire est une tour. Donc on est sur une zone très verticale, oui, d'un point de vue esthétique. Il s'agit d'une tour en reconstruction, dans une sorte d'orage apocalyptique et qui monte jusqu'au soleil. Tout comme l'Axis Mundi, cette zone est axée sur la plateforme, mais là il faut monter, rater le platforming est bien plus punitif. En soi, il n'y a pas d'héritage à récupérer ou de conditions particulières pour finir la zone, il faut juste atteindre le sommet. La tour est constituée d'une zone centrale avec des salles classiques ayant des pièges et une majorité d'ennemis au corps à corps, et 2 zones latérales en extérieur avec du platforming et beaucoup d'ennemis aériens et à distance. Beaucoup de nouveaux ennemis sont introduits ici, tels que les arbalètes flottantes ou ces abominables spectres et boules qui chargent sur vous dès qu'ils vous voient. La mécanique introduite dans la tour solaire, c'est les tremplins du néant qui vous envoient dans les airs lorsque vous effectuez un dash dessus. Cela donne lieu à des séquences de jump assez précises où la moindre erreur vous fait chuter, étant donné que vous ne récupérez votre dash que lorsque vous mettez les pieds au sol. Donc si on vous demande d'en faire un en l'air et que vous le ratez, et bah vous chutez. Il y a également les pales tournantes qui vous demandent de rebondir dessus en essayant d'éviter les dégâts qu'elles vous infligent au contact. Pour toutes ces raisons, la tour solaire a aussi un bonus de 20% sur les ressources récoltées, comme pour l'Axis Mundi avec qui elle partage beaucoup de points communs. Mon conseil pour cette zone, c'est d'utiliser les classes permettant de bloquer ou de renvoyer les projectiles. Parlons un peu d'ambiance, et surtout de musique. Bah là c'est dingue. Monter les étages de la tour jusqu'au soleil dans une véritable tempête avec une musique épique en fond, ça m'a marqué, je m'en rappelle. Et il est clair que cette zone devait être la fin du jeu et ça se voit. Il y a une ambiance de climax, de grand final. Je dis ça car à côté, la dernière zone a presque l'air pas à sa place. Mais j'y reviendrai plus tard quand on parlera d'elle. Une fois le sommet atteint, vous approchez le soleil qui est clairement malade effectivement, et vous pouvez y entrer. Je vous jure qu'il y a une explication. À l'intérieur se trouve notre 5ème boss, l'estuaire Irad. C'est le pire boss du jeu. Bon, globalement, c'est 2 gros yeux qui ne bougent pas et qui vous mitraillent de projectiles en continu et sans jamais s'arrêter, comme Maestro avec sa batteuse, vraiment.
Et ils ne sont pas synchro, puisqu'ils balancent leurs attaques au hasard, donc autant vous dire qu'il est vraiment quasi impossible de ne pas se faire toucher. Et lorsque survient sa seconde phase, il y a un troisième œil qui s'ouvre et là c'est le feu d'artifice en continu dans votre écran et sur le coin de votre tronche. Pour ce boss, je n'ai aucune vraie astuce. Voyez-le comme un DPS check, si vous faites suffisamment de dégâts et vous avez suffisamment de vie pour le tuer avant de mourir, GG, vous pouvez continuer le jeu normalement. Et dites-vous que sa version améliorée a 3 phases dont une avec 4 yeux. Ce boss n'est vraiment pas au niveau de sa zone, c'est une certitude. En dehors de cet affreux boss, parlons lore. Et là c'est bien mieux, on en apprend beaucoup et enfin, on entend parler du fameux roi. Donc, la tour solaire, c'est une tour en reconstruction car les orages de cendres que l'on peut voir durant notre ascension l'ont franchement abîmée. La tour servait à la base à atteindre le soleil et à s'en occuper. Vous aurez vos explications, ne vous inquiétez pas. C'était également la maison d'Irad, le chef des estuaires, qui s'occupe du cycle jour-nuit et supervise le royaume. Les notes de lore sont toutes écrites par Irad lui-même. Il dit être atteint d'insomnie et est allé voir Enoch qui lui a confié un psy, appelé Nous, qui lui-même a conseillé à Irad de tenir un journal intime. Donc les 7 notes lisibles sont ce fameux journal. On apprend très vite qu'Irad se considère supérieur aux humains et aux autres estuaires. La seule personne qu'il considère au-dessus de lui-même est le roi immortel qu'il nomme son Saint-Père. Il explique, dans le contexte d'un entretien avec Nous, ce qu'est un estuaire. Il s'agit d'un enfant du roi qui a consommé sa chair pour hériter d'une partie de son pouvoir et de sa volonté. Lors des premières notes, Irad nous parle de Tubal, le dernier estuaire qu'on affrontera. Il nous dit qu'il s'est enfermé dans la mine pendant la rébellion et n'a pas donné de signe de vie entre-temps. Irad part à sa recherche durant 5 jours et revient bredouille. Son insomnie ne cesse pas et il ne dort plus du tout. Cela a pour effet de baisser sa concentration, puis le rendre quasi fou au bout de plusieurs semaines sans dormir. Les rendez-vous avec Nous deviennent bizarres car il a l'air de vérifier qu'Irad devienne bien fou et c'est normal, c'est lui et Enoch qui l'ont empoisonné pour qu'il ne dorme plus et perde la tête. Pourquoi ? Pour profiter de sa vulnérabilité afin de révéler son plus grand secret, l'emplacement de la véritable cloche du retour. Et aussi car Irad a menacé de massacrer ses frères s'ils abandonnent leur mission et les a donc condamnés à rester dans ce royaume en ruine et devenu invivable. La cloche que tout le monde pense être la vraie à la citadelle, c'est un leurre. Et c'est pour ça qu'Irad est celui qui domine les autres estuaires. Il est celui qui possède et cache la cloche pouvant mettre fin à leur calvaire. Et dès qu'il craque et révèle que la vraie cloche est au sommet de la tour solaire, un espion, qui est en réalité J, la trouve et la fait sonner. Le son est si puissant qu'il résonne dans tout le royaume et la vibration si violente que le sommet de la tour s'effondre. Le son de la cloche fait retrouver temporairement ses esprits à Irad, qui est terrifié. Sonner la cloche, c'est appeler le roi. Et lorsqu'il verra l'état du royaume et l'échec de la mission, il va probablement anéantir tout le monde. Irad réalise que son état a laissé une opportunité aux racines noires de l'infecter. Il ressent enfin le sommeil et il sait que c'est le dernier instant de lucidité qui lui reste. Il va donc s'endormir dans le soleil en sachant qu'il se réveillera en monstre. C'est sa vengeance. Il s'y endort, fusionne avec le soleil et se transforme en cette horreur. La lumière du soleil faiblit et cela arrête de repousser les racines noires qui s'infiltrent finalement partout dans le royaume. Irad vient d'achever l'apocalypse. Le lac Pichon asséché est la 6e et dernière zone de Rogue Legacy 2. Elle se trouve en dessous de la citadelle comme déjà mentionné plus tôt. Elle n'est cependant pas accessible tant que vous n'avez pas terminé la tour solaire puisqu'elle est plongée dans l'obscurité jusqu'à ce que vous obteniez la lanterne que vous donne le vagabond à l'entrée uniquement après avoir vaincu Irad. Une fois au fond du trou, littéralement, vous faites sonner ce machin truc et en ouvrant votre carte, vous voyez 7 points plus ou moins éloignés qui représentent les lieux importants et là, vous commencez à voir quel genre de bazar ça va être. Le lac Pichon est le labyrinthe ultime, la zone la plus vaste, la plus massive du jeu et elle reprend tous les éléments et toutes les idées des zones de type donjon que vous avez explorées au long du jeu. Donc, la citadelle, le plateau et l'étude. C'est-à-dire que comme pour le plateau, il va falloir récupérer 2 objets, en l'occurrence des clés, et comme pour l'étude, il va falloir vaincre 2 mini-boss. Pour être exact, il y a une clé de perle et une d'obsidienne, chacune ouvrant la porte d'un mini-boss. Ces mini-boss, une fois vaincus, libèrent un dragon qui vous mènera au boss. Le chat est fou. Qu'est-ce qu'il y a le chat ? Miaou. D'un point de vue des monstres, il y a de tout, mais en boosté, avec en plus 2 nouveaux qui se trouvent au sol et au plafond et vous tirent dessus des projectiles empoisonnés, ou d'autres projectiles qui se divisent et se redivisent.
Le niveau des ennemis ici va jusqu'à environ 110. Les pièces alternent entre des grands espaces quadrillés de monstres et d'autres bien plus étroits et bourrés de pièges, dont des nouveaux introduits ici qui sont les barils explosifs et des lanceurs de projectiles à tête chercheuse appliqués sur des parois entières. Les deux mini-boss sont à chaque fois un duo d'automates. Derrière la porte d'obsidienne, vous trouverez une hache et un bouclier, tandis que derrière celle de perles, vous trouverez un marteau et un couteau. Pour les deux, j'y suis allé avec le combo cuisinier plus petite boule de feu pour jouer sur les coups critiques garantis avec l'effet du feu. Vous l'aurez compris, on est ici sur une synthèse de la plupart des mécaniques du jeu. D'un point de vue de la structure, cette dernière zone est très réussie. C'est le bilan de tout ce que vous avez appris au long de votre aventure, et même si ce n'est pas la plus difficile, car pour moi ça reste la tour solaire et ses mécaniques de plateforme, le lac Pichon reste un assez gros challenge de fin. Cependant, d'un point de vue thématique et artistique, c'est différent. Qu'entends-je par là ? Eh bien visuellement et esthétiquement, le lac Pichon est une zone de caverne souterraine envahie de champignons et qui a été industrialisée. Cet endroit est autant une caverne qu'une mine ou une centrale industrielle. La musique y participe car elle donne un côté inquiétant et plus calme que les précédents environnements. Mais ces choix artistiques m'ont un peu dérangé dans le contexte où on est sur la zone finale du jeu et qu'on passe après la tour solaire qui était un climax évident. Passer de cette ascension épique vers le soleil à une exploration souterraine plus calme, c'est ok. Mais se dire que la dite exploration souterraine plus calme est la zone finale, c'est un poil plus gênant selon moi. Dites-moi en commentaire si j'abuse, mais la première fois ça m'a frustré un peu. J'aurais préféré que le lac soit la 5ème zone et la tour la 6ème, car encore une fois, le lac Pichon n'est pas mauvais, hein. C'est juste que je le trouve un poil impertinent en tant que zone de fin. Heureusement, le boss relève clairement le niveau. Donc, une fois les deux clés trouvées, les deux portes ouvertes et les deux mini-boss vaincus, le dragon est libéré. Vous allez le voir afin de rencontrer l'estuaire Tubal. Il vous dit qu'on lui a offert en sacrifice et qu'il l'a mangé il y a longtemps. Cependant, il est clairement encore en vie en lui et depuis, il est malade. Donc il vous demande de l'aide et ouvre grand la bouche. Le dragon est donc la porte du boss. Vous entrez et c'est parti pour affronter l'estuaire Tubal. La première fois que j'ai fait le jeu, ce boss m'a fait câbler. Et j'étais pas seul dans ce cas-là, ceux autour de moi qui ont fait le jeu ont eux aussi, durant leur première fois sur Tubal, pété un câble. Pourquoi ? Eh bien car Tubal, il a 3 phases, il a des patterns variés et surtout, c'est le genre de boss qui invoque des monstres pendant le combat. Ceux qui ont joué à Silksong, à V-Rising ou même à Honkai Star Rail, voire Persona, savent que les boss qui invoquent sont souvent les pires. Ces invocations, ce sont évidemment des automates. Il les invoque par 3 et c'est toujours les mêmes. Il ne fait pas de combo, encore heureux. Ces invocations ont une sorte de bouclier et il faudra leur donner de nombreux coups pour que vous puissiez les tuer. Arrivé sa deuxième phase, il invoque une boule qui suit le joueur et vous oblige donc à être constamment en déplacement dans l'arène. En phase 3, il fait apparaître des 6 sur les deux côtés de l'écran. Vos mouvements sont maintenant vraiment limités et il faut encore continuellement se déplacer à cause de la boule. Heureusement, ces patterns restent les mêmes du début à la fin du combat et n'évoluent pas entre ces phases. Pour le vaincre, utilisez une classe rapide au corps à corps comme le chevalier, la valkyrie ou le cuisinier. Je vous déconseille vraiment les classes lentes ou à distance. Ayez un sort de feu ou de poison et ayez une bonne statistique de dextérité pour jouer sur les coups critiques. Depuis le temps, je le connais bien ce boss et dès le départ, lorsque j'ai refait le jeu pour cette vidéo, je me suis préparé pour ce combat en montant la dextérité et en utilisant une fonctionnalité qui permet de verrouiller une ou plusieurs classes. Ça a payé puisque j'ai bousillé Tubal du premier coup. Mais croyez-moi, ne pas savoir tout ça à l'avance vous fera percuter ce combat comme sur une armée de l'Ordre du Dragon dans Age of Empires 4. C'est-à-dire que seul l'un d'entre vous est encore debout et ce n'est pas vous. Bon, il est l'heure de parler de ce qu'on apprend dans cette dernière zone au niveau de l'histoire et du lore, et vous vous en doutez, c'est assez conséquent. Les informations sont réparties en 2 groupes. Celles qu'on apprend dans les notes de l'entrepôt, qui sont le lore classique de la zone comme les autres, et tout un autre groupe de notes trouvables dans la salle secrète de l'estuaire Tubal, dont l'entrée est dissimulée entre 2 caisses dans l'entrepôt. Commençons par les notes de l'entrepôt. Il y en a 7. Les 3 premières sont écrites par l'estuaire Irad, 33 jours après la rébellion. Il se rend au lac Pichon, normalement géré par son frère, l'estuaire Tubal, mais celui-ci aurait disparu. Durant 3 jours, il enquête sur place pour comprendre pourquoi son frère a disparu. Très vite, il réalise que quelque chose cloche. Tubal étudiait la faune et la flore locale et prenait des notes. Pourtant, il était réputé simple d'esprit et ne se souciait pas des êtres vivants. Il cachait quelque chose à ses frères. Après 3 jours de recherche et une 50aine de morts à cause des changements, Tubal est déclaré mort et Irad remonte en demandant à Enoch de venir récupérer tout le matériel du lac Pichon et de prendre le contrôle des automates de Tubal pour qu'ils viennent aider à la surface à reconstruire les dommages causés par la rébellion. Les 4 notes suivantes sont écrites par Enoch et là, on a des révélations de fou.
Déjà, le dragon, qui s'appelle l'Adon, a été capturé sous la demande de Nahama et sert de source d'énergie au royaume entier. Il est retenu sous un réservoir que l'on prenait pour le lac ayant débordé sur l'Axis Mundi, et sa chaleur est utilisée pour provoquer l'évaporation de l'eau afin de faire de la pluie et donc, couplé au soleil artificiel d'Irad, créer une forêt, c'est-à-dire le plateau des Kergulais. Mais pourquoi autant se prendre la tête ? Eh bien car... Plot twist ? Le royaume de la Genèse est un royaume souterrain. On apprend également que depuis que le dragon est tombé malade, il génère trop de nuages de cendres très conducteurs que l'on voit partout, c'est ces nuages d'orage violet là. Ça a provoqué le gel du plateau et la destruction partielle de la tour solaire. Maintenant, nous savons tout ce qui a provoqué l'apocalypse. Donc, la rébellion ayant causé de nombreux morts qui se sont relevés avec les Ostygiennes qui ont monté et généré des racines noires partout, tout ça car le soleil a été bloqué par les nuages de cendres générés par le dragon, car il a mangé Tubal qui était infecté, ce qui l'a rendu malade. Vous suivez ? Attendez qu'on parle de la Bible un peu plus tard. Les notes suivantes expliquent que Enoch a réactivé les automates pour reprendre les activités minières. Sauf que la quantité de minerais trouvés sont bien supérieures au rapport officiel de Tubal, et les entrepôts sont vides. Tubal préparait bel et bien quelque chose. Pour savoir de quoi il s'agissait, il faut se rendre dans la salle secrète de Tubal. Là-bas, on apprend que les automates ont été conçus pour remplacer les mineurs et qu'il a proposé aux autres estuaires de remplacer tous les paysans par des automates. Mais bizarrement, ils ont tous refusé. On se demande pourquoi. Également, après de nombreuses expériences, Tubal a réussi à placer un point d'ancrage dans cet entrepôt. C'est-à-dire que peu importe les changements, cet endroit restera au même endroit. C'est le principe des salles secrètes ou des portes d'or. Là, on réalise que Enoch a beau être le scientifique parmi les 6, le vrai génie c'est Tubal et il l'a bien caché car les 5 autres le prenaient pour un industriel un peu bête. Les notes suivantes nous informent qu'il a réussi à séparer son âme de son corps et qu'avec une centaine de mains mécaniques, il a percé le plafond du royaume de la Genèse et est remonté à la surface pour revoir le roi. Mais sa déception fut grande car il découvrit que d'autres estuaires sont nés à la surface. Le roi les avait oubliés et abandonnés. Il retourne à son corps et complote contre le roi. Mais dans la dernière note, plot twist, un des estuaires de la surface aurait été assassiné et un bourgeon est apparu sur l'arbre de vie. Je rappelle que les 6 estuaires du royaume de la Genèse ont pour mission de cultiver un fruit et d'appeler le roi une fois qu'il a poussé. Là, vous vous doutez que, vu qu'on a découvert que le roi les a oubliés depuis longtemps, c'est que le fruit n'a pas poussé. Mais Tubal, ce génie, a compris pourquoi. La rivière souterraine Styxie récupère les âmes des morts et se rassemble en un fruit que le roi cultive pour être immortel. Ceux qui ont consommé la chair ou le sang du roi obtiennent une partie de ses pouvoirs et deviennent les estuaires. Ça veut dire que le roi et ses enfants ont en eux la majorité des âmes du monde à force de les détourner pour les objectifs égoïstes du souverain. C'est pour ça que le fruit ne pousse pas et que la mort d'un estuaire a commencé à en faire pousser un. La dernière note se conclut sur Tubal qui veut devenir le nouveau roi, mais son corps abandonné trop longtemps a fini corrompu et offert au dragon par ses frères. Et c'est ainsi que nous en avons terminé avec les fragments de l'or disséminés partout dans le jeu, en dehors de ceux des New Game Plus bien sûr. Nous avons tué les 6 estuaires et les portes d'or se sont ouvertes. Vous vous doutez qu'en faisant cela, un ou plusieurs fruits ont dû pousser. C'est donc là qu'on se dirige vers la fin du jeu. En passant les portes, vous vous retrouvez au jardin d'Éden. Après quelques pas, vous voyez l'arbre de vie et le vagabond qui nous suit depuis le début du jeu. Son nom est Jonas, et oui, c'est lui le fameux J qui a aidé la rébellion et a probablement trahi tout le monde. Cependant, il est remonté jusqu'à notre corps originel et a compris que l'on possède l'héritage légendaire, le reliquaire d'Estia. Un héritage nous permettant de nous réincarner à l'infini. Il prononce le véritable nom du protagoniste, Abel, le frère du roi, et c'est notre frère qui nous a envoyé tuer les estuaires pour lui ramener le fruit. Et là on va faire une pause. Jardin d'Éden, Abel... Bon, il est évident qu'il y a une inspiration de la mythologie judéo-chrétienne et surtout de la Genèse, comme le royaume de la Genèse. Le jardin d'Éden, vous connaissez, Adam, Ève, le fruit défendu, mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé après ? Pour la faire courte, après avoir été bannis de l'Éden, ils ont eu un enfant, Caïn, qui veut dire procréer en hébreu. Tant de blagues à faire, mais je dois me retenir. Puis, un second enfant naquit, Abel, dont le nom signifie vanité. Mais pas dans le sens qui se l'a raconté, non, dans le sens inutile. La seule chose qui définissait Abel, c'est qu'il était le frère de Caïn.
Chacun adoptèrent un métier, Caïn fermier et Abel berger. Un jour, les deux firent une offrande à Dieu. Abel offra de la viande de ses bêtes et Caïn des légumes cultivés de sa terre. Dieu rejeta celle de Caïn. Pourquoi ? Car elle venait de la terre qu'il avait maudite à cause de leur père Adam. Tandis qu'Abel, lui, avait fait don de chair qui n'était donc pas liée à la terre maudite. Caïn le prit comme une injustice et, en résumé, il s'est laissé consumer par sa haine et tua son frère. Ce fut le tout premier meurtre commis par l'homme. Maintenant que je vous ai raconté tout cela, vous avez très certainement compris qui est le roi. Et nous avons tué les 6 estuaires sous sa demande pour faire naître un fruit. Mais Jonas a empoisonné ce fruit. Le rapporter à notre frère reviendrait à le trahir. Jonas ne veut pas connaître le choix que l'on va prendre et préfère nous affronter. Le combat contre Jonas est assez compliqué car il bouge beaucoup et est assez petit et donc facile à rater. Il a également beaucoup de patterns et ils sont très variés. Pourquoi ? Parce qu'il possède toutes les armes du jeu et une attaque pour chacune d'entre elles. Il n'a qu'une seule phase heureusement. Je tiens aussi à souligner l'ambiance du jardin et du combat, et notamment la musique de ce combat intitulé Traitor, traître en français, histoire de bien rappeler que Jonas est celui qui a dénoncé la rébellion en pensant limiter les morts. D'ailleurs, lorsque vous le vainquez, le message affiché est bel et bien traître vaincu. Et je vous rappelle que tout au début du jeu, lorsque l'on s'empare de la première cicatrice, et que l'on apprend que Jonas était le fils de la mèche, on obtenait un bonus de 5% de dégâts contre le traître. Voilà, la boucle est bouclée. Après le combat, il vous remet le fruit empoisonné et nous laisse avec ce dilemme. Remettre le fruit à notre frère et donc le trahir, ou ne rien faire et ne jamais finir le jeu. Ouais, on n'a pas vraiment le choix. Sous la demande du traître, on part trahir notre frère. À l'autre bout du jardin se trouve Caron, qui nous dit que notre voyage retour a été payé, sans doute par Jonas, qui du coup ne peut plus revenir. Vous prenez le bateau, pour la première fois, dans l'autre sens. De retour au dock, tout est vide. Vous vous dirigez vers votre château, que vous avez fait évoluer tout au long du jeu, et vous y entrez. Le château Hamson est vendu comme la 7ème zone, mais ce n'est pas le cas. Seul le boss de fin vous attend. Votre présence ici vous montre bien que depuis le début, le protagoniste, Abel, savait tout et a bel et bien été envoyé par son frère. Après être passé là où vous choisissez votre personnage après chaque mort, vous arrivez dans la dernière pièce. Le jeu vous laisse choisir jusqu'à 3 reliques. Une fois prêt, passons la toute dernière porte. Derrière, vous rencontrez enfin votre frère, le roi. Ceux ayant joué au premier Rogue Legacy le reconnaissent. Il vous nomme souverain du royaume de la Genèse, qui est ravagé et dont vous avez bousillé les dirigeants, mais pas grave. Ensuite, il croque le fruit empoisonné, il n'aime pas, vous accuse de traîtrise car sa pomme est pas mûre, son pouvoir se déchaîne mais il devient enfin vulnérable, et le combat final peut commencer. Caïn est niveau 122 et sans doute le boss le plus compliqué du jeu, c'est normal, c'est le boss de fin. Alors, le concept du boss est simple, il a 3 phases et 2 modes. Un mode lumineux dans la première phase, un mode sombre dans la seconde phase, et il alternera entre les 2 modes dans sa dernière phase. Il possède tous les patterns des 6 estuaires, une moitié en mode lumineux et une autre moitié en mode sombre. Il faudra donc être attentif aux patterns car il en a toujours 2 variantes en fonction de son mode. Par exemple, son attaque de prière. En mode lumineux, c'est un mur de sphères d'écho que l'on pouvait voir durant le combat contre Naama. Et en mode sombre, c'est un mur de néant que l'on pouvait voir durant le combat contre Tubal. Dites-vous que chacune de ces attaques sont comme ça. Chaque pattern de Caïn a 2 variantes, chacune devenant d'un estuaire différent. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce combat car c'est la conclusion de tout. Pour le vaincre, apprenez ces patterns par cœur et ayez de bonnes stats. Je vais faire aussi une énorme mention à la musique de ce combat final, ou plutôt aux 2 musiques qui alternent suivant les modes du boss. La musique du mode lumineux s'appelle Immortal Caïn, et la musique du mode sombre s'appelle Immortal Kings. Je vous jure que j'ai écarquillé les yeux la première fois que j'ai fait ce combat quand la musique a démarré. Les guitares vraiment c'était inattendu. Et vraiment le design, le lore et la musique font que, pour moi, c'est un des boss les plus marquants de ma vie de gamer. Une fois vaincu, le corps de Caïn se pétrifie et il annonce que son âme va simplement retourner aux eaux stygiennes
et un jour, il reviendra se venger. Et il le fera puisque son corps deviendra la fontaine et son fantôme sera le boss final de Rogue Legacy 1, comme l'indique le succès Steam que l'on débloque en terminant le jeu se nommant préquel de la suite. Le sol se met à trembler car toutes les âmes que le roi avait volées retournent aux Austigiennes et provoquent une inondation du royaume de la Genèse. Marie vous retrouve et vous dit qu'elle va rassembler les survivants dans le château. Vous avez 10 minutes pour trouver une solution. Explorez un peu le château et trouvez le dernier héritage que Cain possédait avant de mourir et qu'il utilisait pour monter et descendre au royaume souterrain. Cet héritage, c'est l'encre de Gilgamesh, rien à voir avec le personnage de Fate, qui permet de faire léviter les plateformes avec une rune. Une fois l'héritage récupéré, découvrez le passage secret après la salle du boss final et trouvez la rune géante pour faire remonter le château à la surface. Une fois remonté en haut, vous voyez le vrai ciel pour la première fois. Parlez à tout le monde, ils ont des dialogues marrants et dirigez-vous vers la gauche pour terminer Rogue Legacy 2. La parade, comme ils appellent ça, vous montre tous les monstres, boss et mini-boss que vous avez vaincus et vous voyez très bien que beaucoup sont encore inconnus. Il y a énormément de contenu à découvrir encore. En relançant le jeu, l'écran principal a changé et vous réapparaissez à la surface, mais avec l'apparition du personnage qui vous permet d'activer les New Game Plus. Mais ça, je vous laisserai découvrir car il y a beaucoup à faire encore sur ce jeu. Quant à moi, je vais faire le bilan et conclure. Pour conclure, Rogue Legacy 2 est un jeu surprenant. À mi-chemin entre le Metroidvania et le roguelite, avec une direction artistique et une galerie de personnages complètement débiles, tout en proposant une narration et un lore assez riche et sérieux, les musiques sont incroyables et certains moments du jeu sont plus que mémorables. Vous l'avez compris, j'adore sincèrement ce jeu. J'étais dans un contexte où je cherchais à revivre la claque que j'ai vécue avec Hollow Knight et au final j'ai trouvé autre chose de tout aussi excellent. Si je devais être un peu critique sur l'ensemble quand même et pointer les défauts du jeu, je dirais que beaucoup trop de contenu et de lore sont réservés aux New Game Plus et aux modes alternatifs qui sont beaucoup trop difficiles, même pour moi qui a bientôt 200 heures de jeu. Également, il y a un boss qui est juste brouillon, coucou Irad, et les devs le savent puisque c'est le boss qui est le plus changé dans sa version supérieure, au point où il est l'emblème du post-game en fait, ce qui est... On peut dire que c'est un peu sa revanche sur la vie, oui. Mais sa version de base reste le pire boss du jeu et c'est inchangé aujourd'hui encore. Je pourrais également critiquer le placement du lac Pichon comme zone finale, qui est assez frustrant quand on sort de la tour solaire qui aurait été une meilleure conclusion. Et c'est dommage car le lac est très bien et aurait été bienvenu en tant que 5ème zone. Ou alors il aurait peut-être été plus avisé de faire en sorte que le château Hamson soit une vraie zone finale aussi, car elle est vendue comme la 7ème. Mais là, je chipote. Je sais que le jeu a mis beaucoup de temps à se faire et qu'ils ont fait 6 zones car le jeu a été conçu pour pouvoir être refait rapidement en New Game Plus. Mais ceux qui font le jeu qu'une fois seront un poil déçus qu'il n'y ait que 6 environnements développés, mais encore une fois, je chipote à ce niveau-là. Rogue Legacy 2, c'est excellent et même si vous avez été entièrement spoil du jeu en regardant la vidéo, allez-y, vraiment. Il peut être fait les yeux fermés par tout le monde. Sa plus grande force reste son originalité, il est unique et vous ne retrouverez nulle part une expérience similaire. À part le premier Rogue Legacy du coup. Mais c'est moins bien. Bon, sur ce, j'ai un New Game Plus 3 à faire. C'est que moi je la veux cette vraie fin. Pouf, eh ben ça a été compliqué, dites-moi. J'espère que ce premier épisode d'analyse subjective vous a plu. Il est 6h du matin au moment où j'enregistre et je viens de me taper 2 jours de montage intensif, sachant que c'est la toute première fois que je touche à un logiciel de montage. Il m'a fallu environ 2 mois pour faire cette première vidéo. Voilà, c'est un poil long, mais en même temps, c'était un peu mon premier essai. J'espère que le résultat aura quand même été suffisamment satisfaisant pour vous parce que la vidéo elle fait plus d'1 heure. Je sais que là du coup, si on compte pas l'outro que je suis en train d'enregistrer, on en est à 1h13 sur ma table de montage. Donc ouais, ça fait pas mal. Je sais que j'ai pas trop l'habitude de parler devant un micro, donc ça fait que j'ai un ton très académique dans la vidéo, ça je le sais parce que je viens de m'entendre encore pendant le montage. Mais ça viendra certainement avec le temps, en plus je suis quelqu'un qui parle beaucoup de base donc ça va venir très vite, vous inquiétez pas. J'ai déjà commencé à bosser sur la prochaine vidéo qui sera clairement plus longue que celle-là. Genre Rogue Legacy 2 c'était vraiment un petit sujet comparé à ce que je veux faire. Et même je sais quelles seront les 3 prochaines vidéos théoriquement, parce que faut faire les jeux avant d'en parler.
et je vais pas faire une vidéo sur un jeu que j'ai pas envie de faire maintenant. Donc je sais à peu près quelle vidéo je vais faire en fonction de quel jeu j'ai envie de faire ou refaire actuellement, tout simplement. Je peux vous dire que la prochaine vidéo sera sur Fantasy Life, le premier épisode qui était sorti sur 3DS en 2014, enfin en Europe, je crois qu'il est sorti en 2012 au Japon. On verra, je ferai mes petites recherches pour l'intro de la vidéo en question. Et les 2 vidéos suivantes seront normalement avec d'autres personnes. Voilà. J'en dis pas plus, parce que ça mettra sûrement plus de temps du coup. Mais voilà, j'ai plein d'idées pour cette chaîne. Le concept principal sera les analyses subjectives, mais j'aurai aussi quelques idées de concept à faire dans quelques temps. On a le temps devant nous, hein, déjà, que je commence à m'habituer à m'enregistrer, le montage, l'écriture, tout ça. Déjà que je suis assez satisfait de ce que j'ai fait en termes d'écriture et de montage pour cette première vidéo, pour une première. Je suis un peu agacé sur le ton que j'ai quand je me suis enregistré. Là ça va beaucoup mieux parce que je lis pas un texte. Mais pour des vidéos aussi longues, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de texte de toute manière. Ouais, et du coup, c'est le début d'une grande aventure, j'espère. En espérant que ça vous plaira. Moi, ça me plaît déjà, sachez-le. Je suis très content de commencer cette aventure et que j'espère que vous me suivrez loin. Parce que moi, j'ai l'intention d'aller loin, même s'il n'y a pas grand monde avec moi, c'est pas grave, je m'en fiche. Je vais aller loin, je vais faire plein de vidéos, j'ai plein d'idées en tête, et je vais m'amuser. Voilà, je le sens. En espérant que ça vous amusera aussi. Bon allez, c'était Wonder, et je vous dis à très bientôt.